Je saurai à la fin de cette soirée si je dois dire bonsoir à tous, bonsoir à toutes et tous, ou seulement bonsoir chers amis, ce qui me permet de maintenir l'ambiguïté en me montrant également respectueux envers tous les genres. Merci en tout cas à notre partenaire de ce soir, les médiathèques d'Albertville-Ugine, et merci à sa représentante Hélène Guigou qui animera cette rencontre qui est l'une des 21 rencontres Unifpop 2021. Elle l'animera pour la deuxième fois et il y en aura d'autres. Merci Hélène. On se rappelle le principe de ces rencontres qui attendent de se revoir en présentiel. Quand le monde est un peu lointain, faisons-le venir à nous. C'est ce que nous faisons depuis janvier. On rappelle également que Unifpop n'a aucune opinion particulière sur les différents sujets qu'elle traite et qu'en fait, notre seul but, c'est de donner à chacun et chacune, comme on dit, le savoir nécessaire pour pouvoir justement se faire sa propre opinion. Alors, il y a eu pêle-mêle dans ces rencontres, on le rappelle pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, un humanologue, une géopolitiste, un photographe, un commandant de brigade des stupes, trois amis de la Chine, un chanteur. Il y aura dans 2 semaines une amoureuse de l'Italie qui nous la fera connaître même méconnue. Il y aura un créateur de chocolat, il y aura un entrepreneur africain, il y aura un philosophe et à nouveau, je ne sais comment dire, un écrivain femme, une auteure, une autrice ou une écrivaine. À vous de choisir. En tout cas, au secours Anne Dister, au secours Hélène Guigou pour me permettre de tirer au clair cette affaire-là. Hélène, la parole est à toi. Merci. Alors, bonsoir à tous et toutes. Ravie de vous trouver en nombre. Et bien sûr, bonsoir et grand merci à Anne Dister voilà, d'avoir accepté cette invitation et de se joindre à nous ce soir. Alors, vous enseignez la linguistique française à l'Université Saint-Louis-Bruxelles et vous êtes spécialiste des questions qui ont trait à l'orthographe du français et à la féminisation des noms d'agents. Vous avez été membre du Conseil de la langue française et de la politique linguistique de la Wallonie-Bruxelles, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors ce soir, bien sûr, on prendra le temps d'évoquer votre parcours, mais bien sûr, il sera question d'écriture inclusive puisque vous êtes partie prenante dans ce débat. Vous êtes en effet l'autrice de plusieurs ouvrages universitaires et vous avez notamment coécrit en 2009 Féminisé, vraiment pas sorcier, la féminisation des noms de métiers, fonctions, grades et titres. Et récemment, donc, vous avez coécrit en 2020 un guide grand public qu'on peut trouver très facilement sur Internet. Je l'ai imprimé, Inclure sans exclure, les bonnes pratiques de la rédaction inclusive. Alors, au vu de ces travaux, ça peut paraître paradoxal, mais en septembre 2020, vous avez co-signé avec une trentaine de linguistes une tribune contre l'écriture inclusive, tribune qui est parue dans Marianne, et le texte dénonce notamment, je cite, un usage militant qui déconstruit les savoirs, complexifie les pratiques, s'affranchit des faits scientifiques, s'impose par la propagande et exclut les locuteurs en difficulté au nom de l'idéologie. Alors on voit, c'est un sujet clivant qui a suscité des oppositions assez virulentes de la part de l'Académie française, mais ça c'était attendu. Un certain nombre d'intellectuels ont embrayé le pas, dans le monde politique également, au sein de l'éducation nationale, et puis aussi chez les linguistes eux-mêmes, puisque donc il y a ceux qui, comme vous, ont signé cette tribune dans Marianne, et il y a un certain nombre de défenseurs de cette langue inclusive qui ont fait paraître en quelque sorte une contre-tribune, cette fois-ci dans Mediapart. Alors, si j'essaie de résumer, pour ces détracteurs, donc, l'écriture inclusive, c'est une création militante qui vise à satisfaire des revendications identitaires, des féministes et de la communauté LGBTQIA+, sans tenir compte du fonctionnement de la langue et en complexifiant son usage pour tous.
Et pour les partisans de l'écriture inclusive, au contraire, la langue est un instrument de domination sociale qui ne rend pas compte d'un certain nombre de nouvelles réalités et qu'il faut donc modifier. Alors ça, c'est pour la querelle. Et après, si on se place côté grand public, j'en fais pleinement partie, on a l'impression que c'est quand même un peu une notion qui est difficile à cerner, avec laquelle on se perd un peu, parce que déjà, il y a une prolifération de termes. À côté d'écriture inclusive, on peut trouver langage épicène, langage égalitaire, langage non genré, langage non sexiste. Alors, est-ce que tous ces termes recouvrent bien la même réalité? Et puis surtout, ce qui interroge, en fait, c'est la visée. Parce qu'on a bien compris que le but, c'était d'éviter les discriminations sexistes. Mais voilà, d'un côté, on nous dit qu'il faudrait féminiser la langue, rendre les femmes plus visibles, notamment pour changer les représentations. Et de l'autre, on nous dit, oui, mais l'enjeu, c'est aussi de désexualiser la langue. Alors, est-ce que ces deux visées, féminiser et désexualiser, c'est vraiment compatible ou est-ce que ça s'exclut? Ça fait partie des questions qu'on peut se poser. Et puis aussi, c'est vrai qu'on trouve beaucoup de guides sur Internet sur cette écriture inclusive. Mais voilà, on n'a pas vraiment un document qui s'impose comme le document de référence. Donc, ça fait qu'on est un petit peu perdu, qu'on va donc avoir une foultitude de questions à vous poser. Et pour cela, donc, on aura eh bien, 3 questionneurs. Il y a Charline Mercier, donc professeure de lettres à Ugine et membre de l'UNIFPOP. Il y a également Charlotte Deveau, qui est vétérinaire et membre du collectif des vétérinaires féministes. Et puis, bien sûr, il y a Éric Rousseau, président de l'Université populaire. Voilà. Alors, tout d'abord, une première question pour faire votre connaissance. On aimerait savoir, avant de rentrer dans le vif du débat, ce qui vous a conduit, vous, Anne Dister, à devenir linguiste. Oh, donc tout d'abord, merci pour l'invitation. Ce qui m'a conduite à devenir linguiste, en fait, en Belgique, on fait des études qui, quand je les ai faites, s'appelaient encore philologie romane. Et c'est une tradition qui est celle qui est encore aussi la tradition en Allemagne aujourd'hui, c'est-à-dire de faire des études où on étudie à la fois la littérature et à la fois la linguistique, si vous voulez. En France, vos études, elles sont très séparées, vous choisissez lettres ou vous choisissez sciences du langage. C'est pas comme ça en Belgique, c'est pas comme ça en Allemagne non plus. Et donc, j'aimais la littérature, j'ai toujours eu un intérêt pour la manière dont les gens parlaient, et voilà. Et c'est des études qui amènent à étudier aussi les anciens textes, et les anciens textes qui sont essentiellement littéraires, à les approfondir et à mieux les comprendre parce qu'on maîtrise mieux la langue. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, mon intérêt durant mes études, il allait davantage vers la linguistique que j'aime toujours la littérature, je suis toujours une grande lectrice, mais je n'ai pas envie de devoir théoriser ce que je lis. Et donc voilà, je me suis j'ai fait un mémoire de fin d'études en linguistique sur l'apocope. Alors l'apocope, c'est quand on dit Steph de Monac pour Stéphanie de Monaco, mais aussi prof pour professeur ou maillot pour mayonnaise. Et puis c'est un mémoire qui a d'ailleurs reçu après un prix. Et puis j'ai été engagée dans un projet de recherche parce que j'étais une bonne étudiante. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai fait une thèse. Et voilà. Mais je crois que j'ai toujours eu ce goût pour la langue et un goût qui n'est pas celui de l'amour du français, en fait. Qui n'est pas de la belle langue française et notre belle langue française, mais un goût pour comment les gens parlaient, en fait, et les représentations qu'on pouvait avoir sur la langue et les discours qu'il y avait sur les accents, enfin, vous voyez, des choses comme ça m'a vraiment toujours intéressée. Et c'est ça que fait le linguiste, en fait, c'est pas avoir un avis sur ce qui est beau ou ce qui est laid. Donc, quand vous parliez tout à l'heure de la tribune de Marianne que j'ai co-signée et qui m'a fait passer dans le clan des grands méchants, parce qu'avant j'étais la grande progressiste qui militait pour la féminisation des noms de profession, et puis depuis cette tribune pour Marianne, je suis devenue une grande méchante réactionnaire de droite, comme quoi il ne faut pas grand-chose. Et donc, qu'est-ce que je disais? Je me suis perdue avec Marianne. Oui, voilà. Donc, et justement, la position du linguiste n'est pas du tout celle de l'Académie française. Et je crois que vous l'avez un peu dit, vous avez dit les linguistes ont embrayé, mais le discours, parce que le discours de l'Académie française, on pourra y revenir, mais notamment sur l'écriture inclusive, c'est d'avoir considéré que c'est un péril pour la langue. Le discours des linguistes, et on ne le dit pas ça, dans la tribune de Marianne, je ne l'ai pas écrite, j'ai accepté de la co-signer, donc je n'aurais pas écrit tout à fait les choses comme ça, mais je ne me désolidarise absolument pas de ce qui est écrit. On ne parle pas d'un péril pour la langue, on parle plutôt d'un péril pour les locuteurs de la langue et les scripteurs de la langue. Le point de vue, il est quand même
très différent du discours de l'Académie française ou du discours de la belle langue à protéger. D'accord. Alors peut-être avant qu'on ne lance les questions, vous pouvez peut-être nous expliquer justement en quoi précisément ça consiste, l'écriture inclusive, comme ça on sait voilà, de quoi on débat précisément. Ok, j'avais eu l'autorisation de préparer un support et de parler une vingtaine, 20-25 minutes. Peut-être que c'est bien alors, si vous êtes d'accord, de le faire maintenant, comme ça il y a vos réactions par rapport à ce que j'ai dit ou pas dit, ou ça vous convient? Donc, j'ai fait un test de partage. Donc, je vais repartager. Partager écran. Est-ce que c'est bien mon écran que vous voyez? Oui, ça marche. Voilà. Il y a juste que moi, je vois loin. Non, c'est bon, on arrive à lire. Hein. Ouais, mais il y a Mathieu là oui. Comment je peux faire disparaître ça? Voilà. Alors, donc voilà le support que j'ai préparé, justement pour un peu recadrer ce qu'on entend par l'écriture inclusive ou la rédaction inclusive ou épicène, etc. Et donc, je vais partir de l'ouvrage que vous avez présenté tout à l'heure. La partie, je résume, mais tout ce que je dis, vous allez le trouver dans cet ouvrage, donc qui s'appelle Inclure sans exclure, les bonnes pratiques de rédaction inclusive. Alors, je l'ai écrit avec ma collègue Marie-Louise Moreau, avec qui je travaille depuis vraiment maintenant de nombreuses années. Et c'est une demande, je pense que vous l'avez dit, ou en tout cas c'était dans le texte de présentation, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, d'avoir un guide qui est un guide officiel sur ces pratiques de rédaction inclusive. Vous avez dit aussi que j'ai fait longtemps partie du Conseil de la langue française et de la politique linguistique avec Marie-Louise Moreau. Et donc ce guide, c'est nous qui l'avons écrit, on endosse la responsabilité, mais c'est quand même le résultat de beaucoup de discussions, de nombreuses réunions pendant des années, avec les membres de la commission féminisation, dans lesquels il y avait Marc Wilmet, si vous connaissez, grand linguiste, un inspecteur de l'enseignement, enfin voilà, avec des points de vue qui étaient attentifs à la question et aux pratiques aussi depuis longtemps. Donc c'est une question qui m'intéresse parce que c'est évidemment une question linguistique, mais c'est aussi une question sociale, vous en avez parlé, c'est une question qui est très très idéologique. Alors, c'est une question psychologique. Alors, je ne sais pas, je ne trouve pas de terme pour ça, enfin, faute de mieux, psychologique. L'idée, c'est, je ne sais pas, mettre sous quelle rubrique mettre ah, j'aime pas, c'est laid, ça sonne mal, c'est un péril, justement. Voilà, pour moi, c'est des questions qui relèvent de la psychologie, mais faute d'un meilleur mot. Et c'est évidemment une question, vous l'avez rappelé, de politique linguistique et donc de politique. Et c'est une question qui crispe, dans laquelle il y a des prises de position idéologiques avec des tribunes, des contre-tribunes. Récemment, pour répondre à une carte blanche dans le Monde, Bernard Cerchini, linguiste, a répondu avec une autre carte blanche. Donc, il y a vraiment... Et puis, il y a des groupes Facebook, non à l'imposition de l'écriture inclusive, ou oui à l'écriture inclusive. Enfin, voilà. Et donc, avec des débats qui sont des débats très violents. Alors, la guerre du nénuphar, ça fait référence à quoi? Et vous voyez que j'ai écrit nénuphar avec un F. C'est que dans les années 90, suite à la réforme de l'orthographe, donc là on est au tout début des années 90, les partisans se sont emparés du mot nénuphar comme étendard des horreurs que pouvait amener la réforme de l'orthographe, à savoir écrire nénuphar avec un F. Ce que fait Proust, entre parenthèses. Et donc, le débat s'est un peu focalisé sur ce sur ce PH de nénuphar qui était devenu un F. Et le débat sur la féminisation des noms s'est, lui, focalisé un petit peu plus tard sur le terme cafetière. Avec cette idée, est-ce que vous pensez vraiment que c'est rendre un hommage aux femmes que de leur donner un mot comme cafetière, qui est un objet, trouvez-vous pas que c'est dévalorisant, etc. Les opposants n'ayant jamais fait le lien entre cuisinière, qui était aussi une personne, et un objet, mais soit. Donc, guerre de la cafetière. Aujourd'hui, l'écriture inclusive, c'est vraiment très, très violent. À l'époque, ça a été violent dans les années 90, mais c'était violent par courrier de lecteur. Voilà, c'était une violence qui n'était pas celle qu'on connaît aujourd'hui sur les réseaux sociaux, notamment. Et donc, vous me demandiez de un peu repréciser les choses. Et donc, autour de cette question de la féminisation, il y a un premier volet
qui est plus ancien, qui est celui de la féminisation des mots. Je vais parler un petit peu des formulations sexistes et puis de ce que le grand public entend de manière plus générale par féminisation des textes et donc par rédaction inclusive ou rédaction épicène, etc. Je reviendrai sur l'appellation. Donc, la féminisation lexicale, c'est quoi? Le principe, c'est qu'on va parler d'une femme qui est bien identifiée comme étant une femme ou d'un groupe qui est composé exclusivement de femmes. Et donc, l'idée de cette féminisation lexicale, c'est de dire une avocate, les substituts, une expert immobilière, cette agente administrative, en gros, d'utiliser, quand on parle d'une femme, un mot au féminin. Et aussi, quand ça peut gêner, comme pour cafetière ou pour entraîneuse, qui a un sens péjoratif, ou dans la présentation tout à l'heure, vous avez dit, est-ce qu'il faut dire une femme écrivain ou une écrivaine? Ben voilà, de dire une écrivaine, parce que le féminin, morphologiquement en français, il est tout à fait possible. Et pour les diplomates, de dire Madame l'ambassadrice et plus Madame l'ambassadeur, etc., etc. Alors, pourquoi je cite ces exemples-là? Justement parce que c'est ceux dont on sait qu'ils posent un peu problème. Il n'a jamais été difficile de dire une caissière ou une institutrice ou une fermière, évidemment. D'accord? Et justement, c'est pour ça que cette féminisation, c'est ce que je dis ici, elle est vraiment conforme au fonctionnement de la langue française, où en fait, le genre grammatical, c'est-à-dire le fait d'employer un mot féminin, se fait pour tous les mots qui désignent des femmes. On dit une mère, on dit une voisine, on dit une tante, et on dit caissière, informaticienne, enfin voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au XXe siècle, à un moment donné, quand les femmes ont accédé à des professions auxquelles elles n'avaient jamais eu accès, ce qui s'est passé, c'est que le mot qu'on a utilisé pour les dénommer est resté un mot masculin. Et c'était une demande des femmes elles-mêmes. C'était dans les revendications féministes, c'était les premières féministes, et ce courant qui nous est venu des années 60 des États-Unis, c'était on veut l'égalité, mais pas de différence. Et donc, ces premières vagues de féministes, une femme, elle se fait appeler tout naturellement avocat et elle dit parce que ce n'est pas pertinent qu'on me distingue d'un homme. Donc, c'est une vraie revendication féministe. Alors, ça peut paraître étonnant, mais une femme qui dit je suis un avocat, c'est aussi sur base de son féminisme qu'elle peut le dire. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas féministe. Et donc, c'est un mouvement qui nous vient. Je vais un peu vite, mais je répondrai. Je vois personne, c'est horrible, mais je répondrai à vos questions. Hein. Donc, excusez-moi d'aller un peu vite. Donc, c'est un mouvement qui vient du Québec, avec une première intervention officielle dans la Gazette officielle, donc en Amérique du Nord. On est en 79, et puis progressivement, la francophonie nord européenne va aussi légiférer. Alors, il y a une première tentative en France qui va avorter avec la circulaire Roudy. En fait, la raison pour laquelle ça n'a pas... Enfin, si, ça aboutit, il y a eu une circulaire, mais elle a été publiée le jour où la France est passée à la cohabitation. Donc, vous aviez d'autres chats à fouetter que de vous préoccuper de féminisation des noms. Et donc, il faut attendre 98 et le gouvernement Jospin, qui est un vrai gouvernement paritaire et où les femmes qui accèdent au poste de ministre demandent elles-mêmes, alors il y a Ségolène Royal, il y a Catherine Trottmann, etc. Et elles vont demander de se faire appeler Madame la ministre et plus Madame le ministre. Donc en France, en fait, la vraie date, c'est 1998. Alors la Suisse a d'abord légiféré pour le canton de Genève et en Belgique francophone, c'est en 93. Et quels que soient les pays, en général, cette féminisation, ces interventions officielles, elles concernent des contextes qui sont très définis. C'est l'administration, c'est des publications destinées à l'enseignement, etc. En gros, il n'y a pas de contrainte pour l'usager. Une femme qui est pharmacienne et qui veut mettre sur sa plaque pharmacien, elle ne va jamais être poursuivie. Enfin, voilà, on n'a pas de contrainte pour les usagers, comme il n'y en a pas pour la réforme de l'orthographe non plus. Et donc, ces interventions officielles dans chacun des pays, elles vont être accompagnées de femmes qui sont à l'avant-plan aussi médiatique et qui demandent qu'on féminise leur titre, mais aussi de la publication de guides. Et le dernier guide pour la Belgique francophone, et par exemple, celui de 98 en France, je ne pense pas qu'il ait été mis à jour. En Belgique, on a fait ce travail parce qu'il y a des nouveaux noms qui apparaissent et puis il y a des nouvelles formes aussi qui apparaissent, comme chef avec 2 FE. On avait dans l'ancienne version la chef, mais sans 2 FE. Et puis cette forme qui a pris vraiment beaucoup de place dans les médias, on la valide dans ce guide.
Et donc voilà, ça c'est au début 2015. En fait, il date de 2014, mais il paraît diffusé en 2015. Ce guide métro féminin que j'ai aussi coécrit avec Marie-Louise Moreau. Et là, le livre dont vous parliez tout à l'heure, tant qu'à faire que je suis là, faisons un petit peu de publicité. Alors, les règles, elles sont vraiment simples. Et elles sont simples, pourquoi? Parce qu'elles correspondent à la morphologie du français. Si on avait le temps, si on était là en vrai, je vous aurais distribué un petit questionnaire où je vous demande de féminiser des mots. Et parmi ces mots-là, il y a des mots que j'ai inventés. Et ça ne vous pose aucun problème de mettre des féminins à des mots qui sont inventés parce que les règles de féminisation, elles sont intégrées par les locuteurs. Elles sont régulières. Et donc la complexité, la difficulté, l'opposition, ce n'est pas une opposition liée au fonctionnement de la langue. Et donc, on met la forme au féminin quand il y a un féminin possible, chirurgienne, parce qu'il y a chirurgien, que le féminin se fait comme ça. Et puis, il y a les mots qu'on appelle en linguistique les mots qui sont épicènes, c'est-à-dire que la forme n'est pas marquée au masculin ou au féminin. C'est le même mot au masculin et au féminin, ben, prof, vous dites un ou une prof, mais voilà, c'est le déterminant qui va nous dire si le mot est masculin ou féminin. Ou les adjectifs, voilà, bourgmestre, c'est l'équivalent de mère, ben, j'aurais pu mettre mère, sauf que pour mère, vous avez la possibilité de dire mairesse, tandis que bourgmestre, on n'a pas bourgmestresse, donc voilà, une bourgmestre incompétente. Voilà. Alors justement, ça faisait déjà partie du guide en 93 et ça fait partie des recommandations, c'est de ne pas utiliser la tournure femme plus le nom de profession. Donc pas dire une femme écrivain, une femme chirurgien, une femme flic, mais une chirurgienne, une écrivaine, une flic. Et puis cette question qui accompagne aussi toute la réflexion, c'était la question du madame ou mademoiselle, qui se pose déjà en Belgique, qui est déjà posée en Belgique en 93 et pour laquelle la France a légiféré en 2014, je pense, ou un petit peu avant, c'était sous la houlette, avec comme porte-parole de Roselyne Bachelot, et de faire disparaître le mademoiselle des documents administratifs, avec cette idée que pourquoi est-ce qu'une femme doit tout le temps rendre compte de son état civil en cochant une case madame ou mademoiselle, alors qu'un homme n'a jamais à rendre compte de son état civil. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont assez simples à faire, qui sont assez naturelles, qui correspondent au fonctionnement de la langue et qui sont à peu près bien entérinées. Alors il y a encore quelques réticences, et je vois que ces réticences, elles commencent à revenir maintenant sous la plume des opposants à l'écriture inclusive qui remettent en question certains féminins en redisant ça n'a pas d'intérêt de dire une auteure ou une autrice, moi je suis un auteur, je l'ai encore lu tout à l'heure. Et donc, même le Figaro y est passé à cette féminisation, alors qu'il a eu beaucoup de mal. Et donc, il y a un article du Figaro, c'est assez récent, en mai 2017, qui utilise la forme agresseuse et chef. Et donc, vous avez un lecteur du Figaro sur le site du Figaro qui dit « Je ne paye pas religieusement mon abonnement au Figaro tous les mois pour y trouver des termes tels que agresseuse, chef, etc. » Contrairement à ce que dit un participant précédent, ce ne sont pas des fautes d'orthographe, c'est pire, ce sont des barbarismes. Alors, c'est là que vous voyez qu'il y a cette question idéologique avec la remarque qui suit. Cette forme n'existe pas dans la langue française, c'est la suite. Si nous voulions communier avec cette tendance féministe ridicule, nous nous abonnerions à Libé. Donc voilà, avec cette idée quand même qu'on est toujours dans un truc très, très cliché. Alors, il y a plein d'arguments. Pour dire de féminiser, des arguments sociaux, il faut rendre les femmes visibles. Et cette question de la visibilité, elle reviendra. Et pour moi, c'est un vrai argument ici, la visibilité, parce que comme tous les mots qui désignent des femmes sont des mots féminins, si je vous dis pour parler de quelqu'un vraiment qui est identifié, si je vous dis le ministre japonais, vous n'allez pas pouvoir activer dans votre représentation que le ministre japonais, c'est une femme. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tous les mots sont tellement féminisés pour désigner des femmes que continuer à employer du masculin, ça invisibilise, ça n'active pas votre représentation de la possibilité que ce soit une femme. Alors ça, les arguments sociaux, ils sont plutôt ceux des partisans, là où l'Académie a donné toute une panoplie d'arguments linguistiques ou relatifs à la politique linguistique, et notamment, tout simplement, Maurice Druon, à l'époque, il était secrétaire perpétuel de l'Académie française, par exemple, il a dit c'est pas à la Belgique de décider. En gros, je simplifie un peu, mais c'est quand même l'Académie française
qui doit intervenir en matière de langue, et sûrement pas l'Académie belge, qu'est-ce qu'elle fait. Voilà. C'est des choses aussi... il y a d'assez beaux extraits sous la plume des académiciens, beaux entre guillemets, pour s'opposer à la féminisation. Et des arguments linguistiques qu'avec mes étudiants, je démonte, mais je n'ai pas le temps ici. Alors, donc, pour synthétiser avec cette féminisation des noms, donc le principe, c'est utiliser un mot féminin pour désigner donc une femme ou un ensemble composé exclusivement de femmes. Alors aujourd'hui, je parle de ça dans le cadre de l'inclusion, parce que, voilà, je vous dis, parler d'une femme en disant un ambassadeur, c'est pas très inclusif, si vous voulez, si vous reprenez le nom en général. Et donc, ça correspond à la morphologie du français, ça correspond au fonctionnement de la langue. Il y a surtout aussi que les usages, ils sont identiques à l'oral ou à l'écrit. On ne fait pas de distinction entre les deux plans de la langue, puisque ça fonctionne de la même manière. C'est une pratique qui venait au départ vraiment des locuteurs, etc., et qui a été soutenue donc par les organismes officiels, par tous les organismes de la francophonie nord, encadrée par des décisions politiques avec la publication de livres. Et donc là, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui fait consensus, même si c'est un peu du bout des doigts, l'Académie en 2018 ou 18, c'était avant le Covid, je pense, a entériné enfin la féminisation de tous les noms de profession en mettant encore un petit bémol sur les fonctions. Mais voilà, même l'Académie a dû se rendre à l'évidence que c'était vraiment aller contre l'usage ultra majoritaire que de dire que ambassadeur devait rester un mot masculin. Ça va? Oui, très bien. Merci. Alors, les formulations sexistes. Il y a une série de formulations qu'il n'est pas très difficile de ne pas utiliser et qui, si vous voulez, renvoient à des rôles un peu stéréotypés des hommes et des femmes. Alors, le panier de la ménagère, c'est un indice socio-économique, en fait. C'est le coût des denrées courantes. Est-ce qu'elles augmentent, est-ce qu'elles diminuent? Donc, c'est vraiment... Alors, voilà, le panier de la ménagère, c'est quand même pas très compliqué de parler du panier du ménage, ou dans les textes, et d'ailleurs aujourd'hui, les textes juridiques sont en train de ne plus utiliser la formulation en bon père de famille, mais plutôt, alors ça dépend, là, c'est un peu différent en France et en Belgique, je ne suis plus très certaine, mais voilà. L'idée, c'est de faire les choses en personne responsable. Si on vous prête une voiture, votre garagiste vous prête une voiture de remplacement, il vous demande de l'utiliser. Moi, je dois signer un papier que je vais l'utiliser en bon père de famille, c'est quand même, même si c'est une expression figée, c'est un peu ridicule. Et donc aujourd'hui, c'est en personne responsable. Enfin, il y a plusieurs formulations possibles, mais avant, on ne pouvait pas changer. J'ai déjà demandé dans des textes officiellement au conseil communal où je siège qu'on change dans les règlements, et on m'opposait le fait que c'était vraiment un terme juridique qui voulait dire quelque chose et qu'on ne pouvait pas le remplacer comme ça. Aujourd'hui, on peut le faire. Alors, on ne veut pas dire les hommes politiques, mais dire les politiques. Alors là, voilà, les droits de l'homme, moi, ça ne me gêne pas du tout, les droits de l'homme, avec ce homme qui a un H majuscule, pour moi, ce n'était pas sexiste, mais je vois bien qu'il y a des réticences. Et donc, la Suisse, depuis très longtemps, utilise la formulation les droits humains. Et voilà, c'est cette idée-là d'éviter des formulations sexistes. Alors, je ne le mets pas là parce que c'est beaucoup plus rare, mais quand on parle d'ouvrage de dame pour le point de croix, etc., dire ouvrage de fil plutôt que de dames. Et là, vous voyez qu'on fait le chemin inverse pour dire qu'il y a des hommes qui peuvent aussi faire du point de croix. Alors, dans les grandes formulations sexistes, il y a, la grande formulation sexiste, c'est le masculin l'emporte sur le féminin. Alors, qui est, si je dois donner mon avis, à juste titre, une formule qu'il ne faut pas utiliser. Et c'est une formule qu'il ne faut pas utiliser. Pourquoi? Et d'ailleurs, depuis que je suis enseignante, je dis à mes étudiants, je ne veux pas vous entendre justifier la règle de grammaire comme ça. Pourquoi ce n'est pas une bonne formule? Parce qu'elle permet des transpositions entre ce qu'est la langue et la réalité. Je crois que je l'écris là, voilà. La formulation, elle est navrante parce qu'elle entraîne des transpositions inadéquates en dehors du cadre de la grammaire. Ça fait comme si les garçons l'emportaient sur les filles, les hommes sur les femmes, etc., etc. Et donc, puisque, comme la formulation de la règle gêne certains, donc la règle, c'est celle-là. Pierre et Elisa sont contents, on a Pierre et on a Elisa, et on fait un accord au masculin.
les fauteuils et les chaises verts, on a fauteuil et chaises et on fait l'accord au masculin, on a du masculin et du féminin, on fait l'accord au masculin. Et donc il y a des revendications, puisque la formulation de la règle est inadéquate, qui consiste à dire et à parler, vous en avez sans doute entendu parler d'un accord de proximité, qui consisterait à faire Pierre et Elisa sont contentes, ou les fauteuils et les chaises vertes. Alors, je voudrais dire que ce n'est pas parce que la formulation de la règle ne convient pas que la règle n'est pas une bonne règle. Et pourquoi la règle est une bonne règle? Parce que ça participe, alors on pourra en reparler sans doute dans la discussion, de ce qu'on appelle l'économie du langage, si vous voulez. Et l'économie du langage, c'est un principe très général d'évolution des langues où on va vers des formes qui sont plus appropriables, enfin pas plus appropriables, plus simples en fait. Et en gros, pourquoi en français le masculin? Parce que c'est une forme qui n'est pas marquée. C'est la forme qui est non marquée. Les usages qui étaient ceux du neutre sont les mêmes que ceux du masculin, et donc c'est le masculin qui est utilisé pour toutes ces formes qui ne sont pas marquées. Les enfants, ils savent que quand ils disent mon papa et ma maman sont contents, et ils me l'ont dit. Vous voyez, ce il, c'est du masculin, c'est des choses, parce que c'est le masculin qui prend toutes ces fonctions-là de genre non marqué. Et c'est comme ça que depuis que le français est français. Alors, il y a eu plus de... En tout cas, le il. On n'a pas d'attestation de mon papa et de ma maman, elle. D'accord. Ce qu'on a, c'est Pierre et Elisa... non, Pierre et Elisa sont contents. En général, on a ça. Ce qu'on peut avoir dans les anciens textes, c'est les fauteuils et les chaises vertes. Il y en a. Donc, on a pratiqué dans l'ancienne langue l'accord de proximité parce qu'il y avait plus de variations qu'aujourd'hui. Mais c'est vraiment faux de dire que cet accord était majoritaire. Il a toujours été minoritaire. Et c'est aussi faux de dire que c'est une intervention de grammairiens machistes, vous en avez peut-être entendu parler, qui ont légiféré la langue exprès pour la masculiniser. C'est vraiment une contre-vérité que les faits démentent. Les grammairiens au XVIIe, quand ils vont légiférer, ils vont établir des règles qui correspondent à ce qu'est l'usage majoritaire. Et donc, si ça vous intéresse, c'est un peu ardu parce que c'est un texte vraiment d'analyse très pointu. Ma collègue Marie-Louise Moreau a écrit un article qui s'appelle « L'accord de proximité dans l'écriture inclusive, peut-on utiliser n'importe quel argument ?» Voilà, et où elle démontre avec des données à l'appui que cet accord évidemment existait, personne ne le nie, mais qu'il est loin d'être l'accord majoritaire qu'on dit qu'il était aujourd'hui. Et que surtout, il est très minoritaire quand l'adjectif est en position attribue. Vous aurez beaucoup plus rarement Pierre et Elisa sont contentes que les fauteuils et les chaises vertes, par exemple. On peut en reparler aussi. Donc, ce n'est pas parce que la formulation de la règle est malheureuse, et alors par ailleurs, les grammairiens, ils ont commis évidemment cette stupidité de la formuler avec le genre noble ou des choses comme ça, qui est très... Mais notez bien qu'ils ont aussi dit que la première personne était plus noble que la deuxième personne, même quand la première personne était une femme. Si je dis je et tu, le je est plus noble, même si ce je s'était dit par une femme. Donc, il faut aussi remettre dans le contexte le sens que peut avoir de noble pour justifier un accord. Donc, j'imagine qu'on va reparler de ce masculin qui l'emporte sur le féminin. Alors, j'en viens au nœud de l'affaire, ce qui est appelée l'écriture inclusive, qu'on appelle dans ce cadre de féminisation la féminisation plus des textes alors. J'ai enlevé le slide. Et donc, on a écriture inclusive, c'est vraiment en 2017 que le terme s'est imposé pour quelque chose qui jusqu'avant était appelé, vous l'avez rappelé dans la présentation, rédaction sexiste, non-genrée, rédaction épicène ou écriture épicène, etc. Il y avait beaucoup de noms qui circulaient et le mot inclusif s'est vraiment imposé en 2017. Alors, le postulat, c'est que le masculin invisibilise les femmes. Le genre grammatical masculin invisibilise. C'est le postulat de base. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, si je dis d'une femme dont je sais que c'est une femme, un ambassadeur, le risque, avec mon mot un ambassadeur pour la désigner, c'est qu'on ne sache pas que c'est une femme, qu'on ne le voit pas ou qu'il faille le dire après, etc. Mais le postulat, c'est que c'est toujours comme ça. Et c'est comme ça même pour des ensembles mixtes composés d'hommes et femmes. Donc ici, on ne parle plus d'une femme en particulier, on parle d'ensemble mixte. Et il n'y a aucun cas où le masculin singulier ne pourrait renvoyer à une femme.
Donc, du masculin singulier renvoie toujours à un nom. Et donc, on ne peut pas l'utiliser pour parler d'une femme, et je vais vous montrer qu'il y a quand même plein de cas où on utilise du masculin singulier pour parler d'une femme. Et donc, comme on ne peut pas utiliser du masculin, que du masculin, bah, il faut trouver, il y a des moyens linguistiques qu'on a vus apparaître, alors il y en a 3 grands. Il y a le fait de devoir indiquer toujours qu'il y a des hommes et des femmes en dédoublant et en disant qu'il y a du masculin et du féminin. Alors on va voir que c'est là qu'il y a les procédés avec les abréviations, ou bien recourir à des formules qu'on appelle neutres, ou recourir à des néologismes. Et donc, ça voudrait dire qu'il faut chaque fois, et vous avez peut-être vu des textes comme ça, il ne faut pas dire les voyageurs à destination de Bruxelles, mais il faut dire les voyageurs et les voyageuses. Il ne faut pas dire les étudiants, mais il faut dire les étudiantes et les étudiants s'inscriront, et ils et elles, parce que du coup, après, si je dis que il, bah, du il, c'est du masculin, il faut dire il et elle, etc. Et il faut chaque fois dédoubler, un peu comme Pierre Desproges, française, français, belge, belge. On devait dédoubler, je ne sais pas si vous vous rappelez du tribunal des flagrants délits. Alors, il y a des propositions qui sont celles d'utiliser l'ordre alphabétique, etc. On pourra aussi y revenir. Alors, il y a des fois où ça vaut la peine de dédoubler, me semble-t-il. Ben voilà, quand on parle de parrainage, aujourd'hui, quand on a de parrainage, par exemple, dans les universités, ben, de dire parrain ou marraine, le job d'étudiant. Et là, pour le coup, effectivement, de dédoubler, ça peut avoir un intérêt. Alors ici, est-ce que ça a un intérêt vraiment de mettre le masculin de bébé? Vous avez peut-être vu circuler ça sur les réseaux sociaux. Voilà. Est-ce que du coup, ça veut dire qu'on va mettre du bleu là et du rose là? Je ne sais pas quelle est l'intention derrière, mais je n'aurais jamais pensé que le rayon bébé n'était réservé qu'aux garçons. Alors, comme le dédoublement, c'est un peu lourd, ça allonge les textes, c'est là que sont intervenus les procédés graphiques qui sont multiples. Alors les parenthèses, des traits d'union, la barre oblique, je pense qu'elle n'a pas beaucoup de faveur pour le moment. Il y a cette possibilité aussi de mettre le féminin en majuscule ou entre points ou le point médian. Je ne sais pas si je peux peut-être agrandir. Le point médian, vous voyez qu'il est au milieu en fait. Ça, c'est le point normal. Et le point médian qu'on ne trouve pas sur le clavier, il y a un raccourci, il y a un code, il est ici au milieu. Alors, ça peut paraître encore assez simple. Ça l'est beaucoup plus quand il ne suffit pas d'ajouter un point, mais qu'on a directeur, ou qu'on a soucieux, soucieuse, et écolier, écolière, ou l'accent grave, où est-ce qu'on le met. Quand on écrit cher au début des mails, on n'a plus l'accent grave du féminin. Voilà, donc on a toute une série de publications qui utilisent ces procédés graphiques, qui sont ceux qui sont très blâmés en fait dans le cadre de l'écriture inclusive. C'est ceux qui compliquent la lecture des textes, c'est ceux qui posent vraiment d'énormes difficultés aux mauvais lecteurs ou aux personnes qui ont des troubles de l'apprentissage en lecture ou des troubles de la lecture, les dyslexiques, etc. Parce que souvent c'est que la forme du féminin qui est vue. Autant ceci, quand je reviens là, ça ne vous pose pas un problème de décodage, parce que vous lisez les voyageurs et les voyageuses. Quand vous êtes ici, comme ça pose, c'est faux de nier qu'il n'y a pas un problème de décodage quand on a des choses qui sont écrites comme ça. Comment est-ce que vous décodez? Alors, ce n'est pas que la lecture à haute voix. Quand vous lisez, vous le faites aussi dans votre tête. Et donc, comment est-ce qu'on lit ça? Comment est-ce qu'on comprend ça? Voilà. Donc ces procédés-là, c'est ceux-là qui sont décriés et qui sont même décriés par certains partisans d'une écriture inclusive pour qui c'est pas la bonne manière de faire. Donc la bonne manière de faire peut consister en des processus abréviatifs quand il n'y a qu'un E à ajouter, mais pas quand il y a ce genre de choses à faire. Voilà. Alors du coup, pour éviter ça, on dit, on pourrait aussi détourner le masculin. Vous voyez, là, on ne le détourne pas. Ici, on ne le détourne pas puisqu'on met du féminin, on met du masculin et du féminin. Dans les procédés, il y a, alors, pour ne pas devoir dire les employés ou les lecteurs et les lectrices, d'utiliser des termes collectifs, le personnel, les lectorats, pas les enseignants, mais le corps enseignant, pas les liégeois, mais la population liégeoise. Vous voyez, tout ça. Ou d'utiliser des mots qui sont épicènes, comme prof tout à l'heure, qui n'est pas marqué en genre. On ne dit pas les experts, on dit les spécialistes. Bon, est-ce que spécialiste, c'est toujours synonyme d'expert?
voyez. On ne dit pas le rédacteur, mais la personne. La personne, alors la personne c'est mal rangé parce que c'est pas épicène, c'est un mot féminin, mais personne ça peut s'appliquer à des hommes et des femmes comme individu peut s'appliquer à des hommes et des femmes. Alors on dit de mettre au passif, à l'infinitif, au gérondif, etc. Je pourrais y revenir tout à l'heure, hein, mais voilà. Des reformulations plus générales, plutôt que les détenteurs d'un compte analogique, si vous détenez un compteur analogique, vous voyez, changez les formulations. Et vous avez des guides, et notamment il y a un guide québécois qui est assez ancien maintenant, de rédaction épicène, qui donne plein de trucs pour arriver à écrire comme ça. Alors, j'ai fait une fois une journée d'information sur les procédés de l'écriture inclusive, enfin moins les procédés que tout ce qui sous-tendait derrière du point de vue linguistique, et c'était des traducteurs. Et ils m'ont tous dit, d'une même voix, même ceux qui étaient plutôt ouverts à ces procédés, ils ont dit, mais en fait, c'est tout ce qu'on nous dit d'éviter quand on traduit. Parce que c'est tout ce qui rend le discours moins clair, qui le rend plus abstrait. Ça oblige à trouver des termes qui ne sont pas nécessairement des synonymes de ceux qu'on aurait voulu utiliser, qui disent moins bien notre pensée dans la traduction. Et donc, en fait, tous ces moyens-là, si vous prenez des guides de rédaction claire, c'est les moyens que la rédaction claire demande d'éviter. Donc, c'est un peu paradoxal. Ça demande, et là, tous les auteurs de guides sont d'accord de le dire, il ne faut pas prendre un texte et le changer en mettant ces procédés-là. Il faut, dès qu'on commence à rédiger, il faut penser autrement. Il ne faut pas avoir un texte qu'on a écrit normalement et vouloir le modifier, ça ne va pas se faire. Et par ailleurs, ça ne visibilise pas les femmes. Alors que le but au départ, c'était de rendre les femmes plus visibles. Si je dis la police plutôt que les policiers, est-ce que quand je dis la police, j'ai l'impression de mieux mettre en évidence les femmes? Alors, les néologismes. Voilà, donc vous avez peut-être vu des tous comme ça, des yel, des celleux. Voilà, ça c'est ce qui illustrait, je pense, la tribune de Marianne. Alors, ce qui avait mis le feu aux poudres en fait en 2017, c'est ce manuel scolaire. Ah oui, mais c'est pas donc tous ces néologismes. Et puis ce manuel scolaire qui parlait des, je l'ai repris ici, des agriculteurs RIS. Voilà, un manuel scolaire. C'est pas un peu flou. Voilà, ça c'est ce qui a vraiment mis le feu aux poudres et ce qui a lancé à la rentrée scolaire 2017 cette question auprès du grand public. Alors j'ai intercalé ça mal parce que voilà, donc autre néologisme, lectrice ici, voilà, chère lectrice, c'est pour cher lecteur et chère lectrice. Alors je vais juste vous dire que en fait le masculin il a deux valeurs en français. Et il a toujours eu deux valeurs. Et c'est pas vrai que c'est les grammairiens, machin, depuis les anciens textes, ce masculin, il a deux valeurs. Il a une valeur qui est inclusive, qui est générique, et une valeur qui est exclusive, qu'on va appeler spécifique. Et donc, tout à l'heure, quand j'ai dit les voyageurs ou les étudiants doivent s'inscrire, quand je dis les voyageurs à destination de Liège sont priés de se rendre sur le quai 3, c'est une valeur qui est évidemment inclusive, si vous voulez. C'est faux de faire croire que ça exclut les femmes. Il n'y a jamais aucune femme qui s'est sur le quai de la gare, après une annonce comme ça, qui s'est demandé sur quel quai elle devait aller. Quand vous entendez les voyageurs doivent se rendre sur le quai 3, il n'y a personne qui dit tiens, et les voyageuses, elles font quoi? D'accord? En 2021, quand je dis les Français sont appelés aux urnes, il faut quand même être de très mauvaise composition pour dire qu'avec cette phrase-là, je n'ai pas parlé des Françaises. Pourquoi? Parce que ma phrase parle d'élection, je sais que les femmes votent. Il y a tout ce contexte, il y a ma connaissance du monde et il y a le contexte. Par contre, si je dis les Français se rasent la barbe, évidemment que je ne parle que des hommes, vous voyez? Mais c'est le contexte de la phrase qui me dit si je parle d'un groupe qui est un groupe mixte, ceux qui sont appelés aux urnes, ou ici, je n'ai pas un groupe mixte. C'est notre connaissance du monde, on sait qu'il y a que les hommes qui se rasent la barbe. Alors tout à l'heure, je vous parlais du masculin singulier. Vous avez dû vous demander mais dans quel cas est-ce qu'un masculin peut aussi référer à une femme? Et voilà, dans toutes ces formulations qui disent un avocat est tenu de respecter le secret professionnel. Si je vous dis un médecin doit prêter le serment d'Hippocrate, on sait que c'est n'importe qui sera médecin. C'est n'importe quel avocat, qu'il soit un homme ou une femme. Et donc ça, ce n'est pas la même chose comme utilisation. Un avocat est tenu de respecter le secret professionnel que mon avocat est né le même jour que moi. Pourquoi? Parce que là, je parle de quelqu'un que je n'ai pas identifié, c'est n'importe qui.
Tandis qu'ici, je parle de quelqu'un que j'ai clairement identifié. Et donc, du coup, je ne peux pas dire ici que l'emploi, il est générique, il est spécifique. Comme quand je dis chaque étudiant doit compléter son programme, ben, on sait que c'est n'importe qui est étudiant. Si je dis j'ai pris le bus avec un étudiant, c'est pas n'importe qui, c'est un individu déterminé. Et ici, je ne peux pas vous dire que c'était une fille, c'est impossible, ça ne fonctionne pas comme ça en France. D'accord? Et donc, dire que le masculin, il invisibilise tout le temps les femmes, c'est pas comme ça que la langue fonctionne. Et je vais donc finir avec ceci pour vous dire justement que notre interprétation des noms, et notamment des noms d'agents, elle dépend très fort d'autre chose que du genre des mots. Et donc, regardez ici ce que j'ai choisi qui vient du guide, et puis je m'arrête parce que je vois que je vais loin en temps. Ces trois phrases-là, j'ai rendez-vous avec des chauffagistes, les capitaines sont responsables du navire, ou les sidérurgistes sont en colère. Je ne pense pas me tromper en disant que si je vous dis ça, ce qui va être activé, c'est une représentation d'un groupe composé essentiellement d'hommes. Des chauffagistes, des capitaines de navires, des sidérurgistes. Par contre, si je parle des contribuables belges et des jeunes qui manifestent pour le climat ou des stagiaires suisses, notre connaissance du monde, elle fait qu'on sait que parmi les contribuables, il y a des hommes et des femmes. Parmi les jeunes qui sont dans la rue pour manifester pour le climat, il y a des garçons et des filles. Et que des stagiaires, des gens qui sont en stage, ça peut être des hommes et des femmes. Ça me semble encore différent de, on a engagé 3 secrétaires, les harpistes de l'orchestre, ou des gardes malades. Alors, je ne sais pas vous, peut-être qu'il faudrait changer de mot, mais pour moi, harpiste, c'est, je vois même des longs cheveux. Enfin, vous voyez, il y a des représentations. Et ce qui active ici plutôt des hommes. Alors, on peut changer les mots si harpiste ne vous plaît pas, mais voilà, garde malade ou secrétaire. Voilà. Ce qui active notre représentation ici d'hommes, et ici notre représentation plutôt de femmes, ce n'est pas le fait que le mot soit au masculin ou au féminin. C'est d'abord notre connaissance du monde. Et donc voilà, notre interprétation, elle dépend de notre connaissance du monde, du contexte d'énonciation, etc. Et c'est pour ça qu'il me semble que pour des mots comme enseignant ou pour étudiant, ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée de devoir tout le temps dire qu'il y a des enseignantes et des enseignants, et des étudiants et des étudiants. Ce n'est pas la même chose si on parle des menuisiers, si vous voulez. Parce que menuisier, ça active une représentation parce que c'est une catégorie socio-professionnelle qui est très masculine, très composée d'hommes, mais la même chose avec aciériste ou avec bagagiste. Et vous voyez que ce n'est pas le fait que le mot soit masculin. Donc en fait, ce qui compte, ce qui est plus important en fait que le genre grammatical des mots, c'est d'abord notre représentation de la catégorie socio-professionnelle. Et donc aujourd'hui, quand je dis ministre, les ministres, ça ne convoque pas la même représentation que l'emploi du mot ministre il y a 30 ans, où c'était essentiellement des hommes. Aujourd'hui, en Belgique, on a eu une femme première ministre pendant tout le premier confinement. Dire le Conseil des ministres, où les ministres sont réunis, on sait qu'il y a des femmes aujourd'hui. Alors peut-être pas encore assez, peut-être tout ça, mais on ne peut pas dire que ministre fonctionne comme aciériste ou comme bagagiste. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est l'écriture. Je vais aller, voilà, j'avais des illustrations pour montrer, voilà, que c'est une intention qui est assurément généreuse. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui s'y essayent, et parce que ça part d'un principe qui est un principe généreux de dire on va rendre les femmes plus visibles. Mais ça éloigne le fonctionnement de l'oral de l'écrit, parce qu'à l'oral, c'est impossible de parler en disant tout le temps les voyageurs et les voyageuses, et les étudiants et les étudiantes, et mes voisins et mes voisines. Enfin, personne ne va jamais parler comme ça. Et donc, ça éloigne encore plus le fonctionnement de l'écrit de l'oral. Si je vous avais montré, vous avez des exemples, mais c'est rarement sur un long texte utilisé de manière cohérente. Ça renforce la valeur exclusive du masculin. Et puis, ça complique la rédaction et la lecture des textes. Et c'est faux de prétendre le contraire. Et puis, il y a des procédés qui ne visibilisent pas les femmes. Et donc, s'il y avait une attitude qui est plutôt idéologique, alors à avoir, et c'est celle, en fait, qui a été prise par le Conseil de la langue, notamment, c'était de dire, OK, il y a la question de la visibilité des femmes, mais il y a aussi la question de la lisibilité du texte et des textes. Et c'est ça, quand même, un vrai enjeu démocratique, d'avoir des textes lisibles pour tout le monde.
Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai encore plein d'illustrations que je pourrais vous présenter après pour les questions. Désolée d'avoir été un peu longue, mais c'est une question qui n'est pas facile. Et si on veut pas, enfin, voilà, si on veut pas s'arrêter à des phrases lapidaires, il faut un peu expliquer. Et j'aurais pu le faire encore plus long. Donc, voilà. Désolée d'avoir peut-être été un peu long. Ça va. Très bien, merci pour ces éclaircissements qui étaient bienvenus. Comme ça, on sait vraiment de quoi on parle et en quoi consiste plus précisément cette écriture inclusive. Alors, je vais peut-être laisser la parole à Charline ou à Charlotte. Je ne sais pas, la première de vous deux qui voudrait interagir. Je vais bien prendre la parole. Alors, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant cette présentation. Donc, je me présente, Charlotte Deveau, je suis vétérinaire et je suis une membre co-créatrice du collectif vétérinaire féministe. Et quand vous dites que pour vous, chez l'homme, c'est pas un souci parce que homme avec un grand H, pour vous, c'est pas un souci. Nous, on a un cas très pratique dans le cas des vétérinaires. C'est que quand on explique aux propriétaires, oui, bah ça, c'est une maladie qui est transmissible à l'homme. J'ai déjà eu des propriétaires qui me disent, ah bah, une propriétaire qui me dit, bah du coup, c'est bon, moi et ma fille, on peut pas l'avoir. Ah non, non, en fait, c'est transmissible à l'humain. Et je pense que c'est très important d'utiliser ce mot parce que justement, les femmes ne se voient pas dans le mot homme. Donc, pour le coup, moi, l'utilisation de chez l'humain est un grand cheval de bataille de mon côté. Et la question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'accord de majorité? Parce que justement, nous, par exemple, le vétérinaire, maintenant, nous sommes 52% de femmes et ça va aller que en augmentant parce qu'on est 80% de filles dans les écoles. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas accorder au féminin, partant du principe que dans le groupe des vétérinaires, eh ben, il y a plus de femmes et il y aura de plus en plus de femmes? Est-ce qu'on ne devrait pas accorder au féminin? Donc, je pense vraiment que non, parce que le féminin, c'est le genre qui est exclusif. Le féminin, il n'inclut pas, il n'a jamais été utilisé pour des ensembles mixtes. Alors, j'entends bien que ça peut être une revendication qui est une revendication militante, mais la langue, elle ne fonctionne pas comme ça. Quand je dis mes étudiantes, c'est que des filles. Les étudiants, ça peut être que des garçons, mais c'est aussi, donc c'est le contexte qui va nous dire ça. Mais ce masculin a toujours eu en français des emplois qui sont des emplois exclusifs et qui vaut pour des ensembles mixtes. Et donc, voilà, moi je pense que c'est juste un risque d'incompréhension. Ça risque juste d'amener de l'incompréhension parce que la langue ne fonctionne pas comme ça. Et les enfants, ils ne disent pas pour parler de leurs parents, elles. Et pour parler, et ils ne disent pas elles dès qu'il y a des garçons parce que c'est vraiment le fonctionnement de la langue. Et ça, je crois qu'on ne va pas changer par des pratiques qui sont celles-là. Alors après, certainement, les enfants copient les usages qu'ils entendent, donc ils vont le dire parce que... Mais moi, l'idée du fonctionnement de la langue, c'est se baser sur le passé pour créer l'avenir. Pour moi, le principe d'une langue vivante, c'est d'évoluer, et donc se dire, bah, on a toujours fait comme ça, donc on va continuer à faire comme ça. La question, c'est quelle société on veut, qu'est-ce qu'on veut de notre langue, en fait, quelle langue on veut. La langue, elle évolue pas sous l'action de militance. Alors, elle peut évoluer sous l'action de militance avec la création de mots, si vous voulez, alors qu'on crée des mots, il y a des créations qui sont très volontaristes, etc. Mais là, vous parlez d'autre chose, parce que vous parlez du fonctionnement de la grammaire. Et on voit bien que le fonctionnement de la grammaire, il ne va pas, et le fonctionnement naturel, hein, pas celui qui est fait avec des codifications. Aujourd'hui, l'accord du participe passé, même quand il devrait se faire, il ne se fait plus. Et quand on dit qu'il ne se fait plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le participe passé, il prend la forme du masculin. On va dire la lettre que j'ai écrite et pas la lettre que j'ai écrite. Parce que c'est le genre qui est non marqué, le masculin. Et donc, vous pouvez aller contre ça dans une manière militante de faire. Il y a aussi, avant, le mot les gens, c'était un mot féminin, maintenant les gens, ils. Et je vois ça aussi avec personne, tout le temps. Les personnes, ils. Pourquoi? Parce que même si personne est un mot féminin, et j'ai plein d'attestations de ça, c'est repris par un pronom qui est un pronom masculin, parce que le masculin est inclusif et que si on dit les personnes, elles, il y a pour plein dans les manières naturelles de parler, hein, et même chez des étudiants qui sont des étudiants universitaires à l'écrit, je trouve ça aussi. Donc l'évolution, elle va vers l'utilisation du genre qui n'est pas marqué en français et qui est le masculin. Et c'est pas le fait que les gens n'accordent pas leur participe passé, c'est pas de la domination masculine ou de du grand complotisme des grammairiens. Voilà, c'est depuis des décennies que cet accord du participe passé, il a du mal à se faire au féminin.
Voilà. Et donc, je redis que la langue évolue, mais elle a toujours évolué, pas avec, en tout cas dans les fonctionnements grammaticaux, etc., ou dans les prononciations, pas sous des pratiques, pas avec des pratiques militantes. Et le retour en grâce du mot autrice, ça, pour le coup, il a vraiment été invisibilisé pour une raison. Il y a quand même des attestations que autrice était utilisé avant et que l'Académie l'a enlevé, a incité à sa suppression et que ça s'est fait que pour des métiers dans lesquels il ne voulait pas avoir de femmes. Donc là, il y a quand même... Oui, oui, mais là, vous voyez, là, on parle vraiment de quelque chose qui est assez différent de dire on introduit des féminins pour des mots. C'est vraiment autre chose que le fonctionnement de la grammaire dont vous parliez tout à l'heure. Alors, autrice, et c'est vrai, quand le guide, la belge que je vous ai présenté tout à l'heure, on l'a fait en 2014 et on n'a pas mis autrice parce qu'il n'était plus du tout utilisé. On le met en note et dans notre note, on dit qu'il est utilisé en Suisse. Alors, mais je sais, je suis beaucoup en contact avec l'Office québécois de la langue française et au Québec, il n'était plus du tout utilisé non plus. Ouais, et le but des guides, justement, et alors, il y avait, donc du coup, pour le féminin, bah, c'est assez simple. Il y a auteur et on dit une auteure. Et puis, on a vu apparaître ce E final parce qu'il marque davantage la forme féminine. Mais autrice n'était pas utilisé. On devrait faire une nouvelle version du guide aujourd'hui. On proposerait aussi la forme autrice, évidemment. Et je pense que le retour en grâce de cette forme, c'est que justement, à l'oral, il est audible. Une auteure, où je vais vous présenter Macha, auteur du guide. Auteur, le mot est moins... Tandis qu'autrice, c'est de la féminisation qui est très audible. Et donc, pour répondre à votre question tout à l'heure, qu'est-ce que je dois dire dans l'introduction, moi, ça m'est un peu égal qu'on m'appelle autrice ou auteur. Moi, je dis une auteure parce que je vous dis, autrice est tout nouveau et que une auteure, c'est assez féminin pour moi. Le tout, c'est pas de dire un auteur, quoi. Voilà. Mais est-ce que vous voyez qu'on est quand même dans quelque chose qui est différent de mots en particulier ou du fonctionnement de la grammaire en général, quoi. Et vraiment, il n'y a rien à faire. Mais je vois bien que ça part d'une bonne intention, hein, contrairement à d'autres choses qu'on peut faire, ça part d'une volonté de rendre plus de place aux femmes, mais je ne crois pas que la langue c'est faux de penser que la langue ne leur a pas rendu de place et que c'était à cause des méchants grammairiens. Mais quand vous dites une féminisation des termes, pour autrice, c'est une démasculinisation, parce que ce terme a existé. Et pour le coup, c'est le militantisme qui l'a remis au goût du jour. C'est toutes les autrices militantes féministes qui l'ont remis au goût du jour. Et maintenant, on le voit sur des couvertures de livres, des éditions totalement grand public. Donc, oui, pour le mot, je pense le mot, il est bien passé, mais vous savez, on a dû faire ça aussi pour, à un moment donné, on a dû dire que le mot féminin d'avocat, c'était avocate. Alors, il y a beaucoup plus longtemps, mais oui, mais ça, c'est pas... tant mieux qu'il y ait des mots... Enfin, tant mieux, et il faut qu'il y ait des mots féminins pour parler des femmes. Mais je ne peux pas laisser dire que les mots masculins invisibilisent les femmes. Il n'y a jamais personne... Enfin, c'est très récent cette idée-là. Est-ce que quand on vous dit que les passagers du vol pour Bangkok ont été courageux malgré toutes les turbulences, est-ce qu'il n'y a jamais quelqu'un qui s'est dit que les passagères n'étaient pas courageuses? Vous voyez, c'est vraiment un nouveau truc où faire croire que le masculin invisibilise tout le temps, c'est faux. C'est pas vrai, quoi. Et par ailleurs, pour vétérinaire, là, je pense, je suis assez d'accord avec vous. Si on me demandait, moi, la représentation que j'ai des vétérinaires, c'est sans doute homme. Alors, c'est lié au fait que je connais que des hommes qui sont vétérinaires, que des vétérinaires qui sont... Non, je connais que des vétérinaires qui sont des hommes. Et donc, justement, je pense que pour votre profession, ça a une utilité, en fait, de dire les vétérinaires, autant les hommes que les femmes, ou de dire les vétérinaires dont on vous rappelle qu'il y a de plus en plus de femmes, ou les vétérinaires parmi lesquels les femmes sont aujourd'hui majoritaires. Vous voyez, le dire. Parce que pour moi, effectivement, je ne suis pas nouille non plus, je sais qu'il y a des femmes qui sont vétérinaires, mais tout à l'heure, avec ma classification comme bagagiste et garde-malade, je mettrais plutôt vétérinaire plus du côté des hommes que des femmes, effectivement. Et donc là, il y a un enjeu social à rappeler que vous êtes aussi des femmes, que vous êtes très présentes et que vous êtes même majoritaires. Mais du coup, dire tout au féminin pour parler de vétérinaire, là ça ne va quand même pas, quoi. Mais de le dire. Et si je reprends mon exemple d'étudiant, je suis vraiment, je trouve ça ridicule de dire les étudiants tout le temps de mettre des points E. Par contre, je pense que si on parlait des étudiants en ingénieur,
Là, il y a un vrai enjeu à dire que dans cette formation-là, il y a des filles. Et à le dire, alors pas dire les étudiants et les étudiantes, mais, ou mettre des points tout le temps, mais à le rappeler, à le mentionner. Parce que c'est pas évident qu'en ingénieur, il y a beaucoup de filles. Mais moi, je donne cours dans une fac de philo-lettres, c'est plutôt les mecs qu'il faudrait visibiliser. Hein. C'est bien, ça doit aller dans les deux sens. Hein. Mais c'est vrai que dans les étudiants vétérinaires, il y a 20% d'hommes, et se dire on accorde au masculin alors qu'en fait c'est 80% de filles, ça paraît bizarre. Mais j'entends l'argument qui est d'économie du langage, c'est un argument qui était intéressant. Hein. C'est vraiment, mais c'est vraiment comme ça que c'est vraiment un vrai fonctionnement de la langue. Et c'est pas un fonctionnement qui est imposé par de l'idéologie. Vraiment, je le redis. Parce que s'il y avait dû y avoir de l'idéologie quand les grammairiens ont légiféré, par exemple, eh ben, ils auraient déjà décidé au XVIIe siècle que l'accord du participe passé, il était invariable. Et pourquoi? Parce qu'alors, il aurait correspondu à du masculin, justement. Et c'est pas ça qui a été décidé. Et on voit aujourd'hui que cet accord, il tend à disparaître et que pourtant, tout le monde, il tend à disparaître parce que c'est la forme qui n'est pas marquée. C'est vraiment c'est pas... en fait, voilà, l'évolution de la langue va vers la fainéantise pure. Ouais. Ça s'appelle l'économie, mais... Voilà. Charlotte, est-ce que vous voulez poser d'autres questions? Je vais laisser la place à Charline. Hein. Je laisse tout le monde... C'est à vous, Charline. Ouais. Merci, bonsoir tout le monde. Bon, j'avais un peu effectivement la même question, puisque moi je suis confrontée en tant que prof de lettres avec une section notamment gestion-administration où j'ai que des filles et 2 garçons. Donc effectivement, les demoiselles me demandent souvent, mais madame, pourquoi vous dites il ou vous accordez au masculin quand vous êtes à nous, alors finalement ils sont en minorité. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'il faut rappeler et réexpliquer le fonctionnement de la langue que vous avez donné. Après, je me posais cette question, là on a parlé de la langue française, où il y a finalement un masculin et un féminin, mais où on n'a pas de neutre. Dans les langues où il y a des neutres, est-ce que finalement ce rapport se fait différemment? Et du coup, quand on inclurait masculin et féminin, est-ce qu'il y a des langues qui fonctionnent par une 3e voie, je dirais, pour gommer un petit peu ce clivage masculin-féminin et ce marquage masculin-féminin? Moi, je suis très peu polyglotte, vraiment pas, mais c'est une question que j'ai quand même un peu creusée. Et ben voilà, en anglais, vous avez beaucoup moins cette opposition, puisque vous avez un même déterminant et souvent, pour la plupart des mots, une même forme, pour les noms de profession en tout cas. Mais il y a des langues où il n'y a pas de genre, ou en tout cas, la gestion des genres, elle est vraiment très, très... Oui, où il n'y a pas de genre masculin et féminin et pas cette opposition-là. Et ce n'est pas des sociétés où les femmes ont plus de droits. Ce n'est pas du tout des sociétés plus égalitaires. Voilà. Et j'ai une étudiante qui me disait qu'il y a aussi souvent, je ne sais pas si vous connaissez l'affaire du chirurgien dont le fils est mort, non? Ouais, c'est un truc un peu connu. Donc, c'est un homme qui roule avec son fils, le fils meurt. Le père est blessé, non, le fils ne meurt pas puisqu'on l'emmène aux urgences. C'est le père qui meurt. Le père meurt et le fils est emmené aux urgences. Et puis quand le chirurgien entre dans la salle d'opération, il dit « je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils ». J'ai fait vite et pas très clair. Donc, le fils n'est pas mort, c'est lui qui est aux urgences. Le père est mort, le chirurgien dit « je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils ». Et quand on raconte ça, et j'ai fait des expériences dans des classes de primaire, etc., alors il y a tout, quoi. Ça se passe au paradis, c'est des jumeaux séparés à la naissance, c'est plein de trucs comme ça, alors que vous avez compris que le chirurgien, c'est le père. Et donc là, c'est bien la preuve, mais... C'est la mère. C'est la mère, là, en l'occurrence. C'est la mère qui doit opérer. Je n'ai pas encore commencé l'apéritif, pardon. C'est la mère. Et donc, là, ce masculin, il m'empêche de voir que c'est une femme. Mais c'est le cas où on parle d'une femme en particulier. Là, si vous racontez cette blague en anglais où le mot chirurgien est le même, c'est la même réaction. Et donc, c'est bien la preuve que ce n'est pas lié nécessairement au genre du mot, c'est lié à une représentation qui fait que les chirurgiens, c'est essentiellement des hommes et pas des femmes. Vous voyez ? Et donc, c'est pour ça que c'est aussi une fausse croyance du pouvoir de la langue sur le monde. C'est d'abord nos représentations du monde qui doivent changer, sur lesquelles on doit travailler,
Et puis, ça peut avoir des répercussions sur la manière dont on voit la langue. Mais pensez que si on, met si on dit tout le temps les administrateurs et les administratrices, ça va faire que les conseils d'administration seront plus féminisés. Il y a un théâtre à Liège, officiel, national, qui s'appelle le Théâtre de Liège, qui pratique l'écriture inclusive dans tous ses envois, ce qui irrite aussi un certain nombre de personnes. Voilà. Et le conseil d'administration, c'est 20 hommes et 4 femmes. Alors, il y a quand même beaucoup d'endroits où ça paraît comme un balayage un peu cosmétique, mais où le vrai enjeu de la représentation de ce que c'est un conseil d'administration ne change pas, en fait. Vous voyez ? Et donc, voilà, je pense qu'on donne il y a une vision un peu romantique des choses, de penser que si on change les mots, on va changer la réalité. Alors, ça nous emmène un peu plus loin, évidemment, mais est-ce que parce qu'on ne dit plus nègre aux États-Unis, on est dans une société moins... Le fait de ne plus appeler le livre d'Agatha Christie dit petit nègre, est-ce que ça va changer grand-chose sur la représentation? Est-ce que, voilà, de plus pouvoir utiliser le mot Scrabble, parce que maintenant, l'officiel du Scrabble en anglais a supprimé 200 mots à caractère raciste ou des injures homophobes, etc. Est-ce que ça change notre représentation du monde, si vous voulez? C'est donner un peu un pouvoir que les mots n'ont pas, en fait. Mais c'est très à la mode, hein, c'est ça. Oui, alors après, est-ce que c'est pas aussi que tout fonctionnement de société fonctionne un peu vers les extrêmes pour revenir à un équilibre, et que peut-être on sera aussi à un moment donné où il y a ce tel besoin de faire changer les représentations, qui effectivement, je suis d'accord avec vous, quand vous dites qu'il faut d'abord changer les représentations, pas la langue à elle seule qui va faire changer les représentations. On a l'impression peut-être là d'un passage à une revendication pour montrer, pour que les femmes soient visibles dans la langue de manière un peu extrême, pour revenir finalement à un point d'équilibre après. Je ne sais pas si c'est super. Il y a ce tel besoin de revendication d'égalité qu'elle passe aussi par la langue, même si elle ne change pas toutes les représentations, et qu'on reviendra à un point d'équilibre quand finalement cette question se posera moins. Oui, mais en attendant, on publie des textes qui ne sont pas très lisibles, qui ne sont pas appropriables par des gens qui ont des difficultés, et pas que par des gens qui ont des difficultés. Lisez un texte un peu long dans lequel il y a continuellement des abréviations, dans lequel on dédouble, ou pour ne pas dédoubler, on utilise un mot qu'on n'aurait pas nécessairement utilisé. Il y a un coût social, hein, il y a un enjeu social à la maîtrise de la langue et à la maîtrise de l'écrit. Et donc, pour moi, c'est pas juste une expérience. Il y a des expériences qu'on peut mener. Là, c'est une expérience qui est coûteuse humainement. Si vous Alors, cet enjeu social, on s'en préoccupe quand même que quand il faut parler d'écriture inclusive. J'ai quand même l'impression que les dyslexiques, on les sort en étendard que quand il faut parler du point médian, mais le reste du temps, on ne s'en préoccupe pas beaucoup. Enfin, ça fait vraiment un peu l'excuse. C'est pas mon cas. Hein. Je plaide, et le Conseil de la langue française a eu une position qu'il n'a cessé de rappeler. On a écrit des tas d'articles là-dessus et des demandes pour une réforme de l'orthographe. Et une réforme... Oui, voilà. Alors, pour la réforme de l'orthographe, tout le monde hurle quand on simplifie le PH en F, et ce sont les mêmes qui hurlent quand on met le point médian. Alors, on dit, mais en fait, pour le coup, si vous étiez vraiment avec les dyslexiques, vous seriez pour que Nénuphar s'écrive avec un F conformément à son étymologie. Donc, pas votre cas, parce que vous êtes plus basé sur la science, mais les détracteurs qui, eux, de toute façon, vont protester à chaque modification sous l'argument que vous avez avancé, hein, de la belle langue française et tout ça. Dans ce cas-là, si on est avec les dyslexiques, ce que je peux entendre, et que c'est aussi une volonté d'inclusivité, qui du coup... mais dans ce cas-là, on est pour la réforme de la simplification de l'orthographe basée sur la phonétique, et on enlève tous ces PH, notamment ceux qui n'ont rien à faire là, comme celui de Nénuphar. Mais c'est compliqué de tenir les deux positions à la fois. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que j'ai bien compris que quand vous avez dit vous, ce n'était pas un vous qui s'adressait à moi, c'était un autre vous. Comme on comprend quand le masculin renvoie à des hommes ou à des ensembles. Oui, non, je suis vraiment d'accord. Non, je peux que partager votre position. Et c'est pour ça que moi, ma position qui fait référence à comment la langue fonctionne et qui plaide pour un allègement de ce que c'est la charge de l'écrit, en fait. Alors, je ne dis pas que tous les PH doivent devenir des F, mais ils pourraient, en fait. On l'a fait en italien et on l'a fait en espagnol, et ce n'est pas des langues qui sont moins attachées à leurs origines gréco-latines. Hein. Donc,
Donc on l'a fait, mais très clairement. Et c'est pour ça que je trouve que on ne peut pas balayer d'un revers de la main. Et vous parlez des dyslexiques, mais il n'y a vraiment pas que les dyslexiques. Hein. Enfin, je veux dire, on peut encore lire un texte aussi sans le comprendre. On peut arriver à décoder sans comprendre le sens qu'il y a derrière. Et j'ai écrit un article qui s'appelle « Faut-il enseigner l'écriture inclusive ?» et une des co-auteurs, c'est la responsable en Belgique des études PISA, donc qui analyse les résultats. Donc PISA, je ne sais pas si vous voyez tout ce que c'est des enquêtes internationales sur le niveau en mathématiques, en lecture, en sciences, à différents âges de la scolarité. Et c'est parce qu'elle voit bien ce que c'est les difficultés d'apprentissage de l'écrit, et pas que quand on est dyslexique, vraiment pour plein de gens. Au mois de mars, c'est fin février au début mars, à Bruxelles, une grande capitale européenne, mais très multiculturelle et avec beaucoup d'immigration, le chômage baisse. On est en plein Covid, le chômage baisse. Super nouvelle. Sauf que le journaliste explique pourquoi le chômage baisse. C'est parce que justement, à cause du Covid, et vous voyez que je mets du masculin à Covid, on n'utilise pas au féminin comme le recommande l'Académie. Donc, à cause du Covid, les gens ils peuvent plus aller se déplacer dans un bureau, rencontrer quelqu'un en face à face qui complète les documents pour eux et qui les aide. Et donc, comme ils peuvent plus faire ça, qu'ils doivent faire les trucs à distance ou compléter, qu'on leur renvoie, etc., et que cette charge de comprendre des documents qu'on doit rentrer, même si c'est pour toucher des indemnités de chômage, eh ben, ils ne le font pas. Et c'est parce qu'ils ne l'ont pas fait qu'ils n'ont plus le chômage et donc les chiffres du chômage baissent. Cette difficulté d'accéder à des écrits, elle est énorme pour plein de gens et pas que les dyslexiques. Et donc, c'est pour ça que je ne sors pas les dyslexiques en étendard, mais ils font partie des gens qui ont des difficultés à l'écrit. Et donc, moi, je suis un peu outrée, en fait. Je ne suis pas outrée qu'on accorde beaucoup de place dans toutes les universités. Maintenant, il y a on encadre les étudiants à besoins spécifiques. Alors, d'une université à l'autre, ça s'appelle autrement, mais les étudiants de besoins spécifiques, ben, pour eux, il faut parfois pas faire des questionnaires recto verso, il faut écrire plus grand, il faut faire des interlignes, il faut des tas de choses comme ça. Mais tous les textes que les universités leur envoient, c'est avec des points E partout, des trucs qu'ils ne peuvent pas lire, évidemment. Enfin, je veux dire, quand on a un encadrement, et puis par ailleurs, on leur soumet des textes dont la difficulté de lecture est plus grande. Et donc, je trouve que c'est quand même assez bizarre comme fonctionnement. Mais je redis qu'effectivement, une des raisons c'est que je plaide pour une simplification, une appropriation plus aisée de ce que c'est le versant écrit de la langue. Et que l'écriture inclusive, elle va à l'encontre de cet objectif-là. Est-ce que vous ne pensez pas que les académiciens ont participé à cette complexification de la langue quand ils ont toujours choisi les formes? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté d'élitisme pour qu'il n'y ait que les élites, entre guillemets, qui maîtrisent le code écrit de la langue et pourquoi ça ne s'est pas fait comme en espagnol ou en italien, on s'est rapproché de la phonétique et qu'on a parfois cherché à imposer, entre guillemets, l'orthographe la plus compliquée des mots? Alors, historiquement, c'est clair que la première édition de l'Académie, qui date de 1694, elle a choisi sciemment une orthographe savante. Ils le disent eux-mêmes, une orthographe qui est compliquée, qui garde les lettres étymologiques qui ne se prononcent plus, etc. On a un texte qui l'explique. Et on ne va pas simplifier sous prétexte que quelques femmes ou quelques ignorants n'y arrivent pas. Voilà. Sauf que ce qui se passe au XVIIe, c'est qu'il y a un lobby, en fait, ça existe depuis toujours, sans doute les lobbies, qui est celui des éditeurs, des imprimeurs à l'époque. Aujourd'hui, un imprimeur, c'est quelqu'un à qui on remet un PDF et qui fait du travail très technique, en fait. À l'époque, les éditeurs, c'est des humanistes, et ils ont leur mot à dire, et les éditeurs, parce qu'ils veulent garder la trace des origines de la langue française écrite, c'est eux qui vont vraiment, vraiment très fort plaider pour une orthographe qui est une orthographe savante. Et donc, quand les académiciens ont fait leur dictionnaire, ça a relevé bien souvent, et Nina Katash, elle explique bien ça. Nina Katash, c'est la grande spécialiste de l'orthographe du français, qu'on ne peut pas... qu'on ne peut pas accuser de complaisance avec l'académie, etc. Mais voilà, elle montre comment ça s'est réellement passé. Donc, évidemment, les académiciens, c'est ce qu'ils ont fait, mais ils ont suivi ce qu'était l'usage
des imprimeurs qui, je le redis, étaient des humanistes, étaient des savants, étaient des gens qui plaidaient pour cette orthographe savante. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que depuis cette première édition en 1694, l'Académie n'a fait quand même qu'au fur et à mesure, alors sans doute que ce n'est pas une réforme assez grande, etc., mais a fait que simplifier l'orthographe. Et dans cet arrêt des simplifications de l'orthographe, et ça c'est quelqu'un d'autre qui s'appelle André Chervel, qui est vraiment un spécialiste de la grammaire, des grammaires scolaires, etc., en fait, c'est les instituteurs qui ont dit à un moment donné, au XIXe siècle, on ne touche plus à l'orthographe. Et c'est les instituteurs eux-mêmes qui ont fait de l'orthographe une espèce de truc sacro-saint, parce qu'ils se sont mis à mieux la maîtriser eux-mêmes, parce qu'ils l'enseignaient et que tous les concours de la fonction publique, il y avait une dictée, et qu'ils n'ont plus voulu qu'on touche à l'orthographe. Et là, je peux vous renvoyer à des publications vraiment de Chervel. Et donc, ça, ce n'est pas un truc d'académicien, c'est vraiment un truc qui venait, on peut dire, de la base, en fait, de ne plus toucher à cette orthographe et de ne plus la simplifier. Voilà, donc moi, je n'ai pas l'académie dans mon cœur. Je ne sais pas si vous l'avez compris, mais vraiment, très clairement, je n'ai pas l'académie. Je me fous de l'académie. Mais je trouve qu'on ne peut pas tout leur mettre sur le dos, quoi. Voilà. Et notamment sur les questions d'orthographe. Vous demandez s'il y avait un guide se pose vraiment la question de la dimension démocratique et accessible de la langue. Parce que, par contre, effectivement, on a aussi l'impression, avec l'écriture inclusive qui peut avoir, et que je comprends pour cette revendication de visibilité pour plein de raisons, mais c'est vrai qu'on a aussi l'impression que c'est une langue qui, du coup, va devenir réservée à un petit groupe qui trouve aussi le moyen de se distinguer. Et du coup, se pose aussi, il y a un autre enjeu, c'est vraiment l'enjeu démocratique de cette écriture inclusive, moi, pour les élèves, pour les jeunes, et puis pour les gens qui se sentent exclus. On voit bien des réactions, souvent, notamment sur les réseaux sociaux ou sur les articles, qui se sentent exclus par ce côté qu'ils jugent pour eux élitiste, finalement, de l'écriture inclusive, et qui ne leur parle pas. Donc, moi, je crois que c'est un travail de... Je crois que ça, oui, ça a un côté élitiste. Alors que par ailleurs, il y a eu dans un journal suisse, ça faisait partie de mes illustrations, en Suisse, un comité LGBT qui a écrit une lettre de revendication suite à une séquence faite par une humoriste qui se moquait un peu des trans. Voilà. Et donc, eux, ils écrivent nous avec un X. Alors, moi, j'avais jamais pensé que nous était exclusif. Pour moi, nous, c'était justement tout. Mais, donc, ils écrivent nous avec un X, ils font leur pluriel avec un X. Mais si vous voulez que dans ce cadre-là, des gens fassent ça comme les poètes, on peut jouer avec la langue, comme voilà, mais qu'on n'impose pas ça à tout le monde. Parce que justement, c'est plus le français qu'on a en partage quand on commence à faire ça. Et que je suis, moi, effectivement, très soucieuse d'un français qu'on a en partage et qui est appropriable. Et voilà, alors vous dites autrice ou vous dites auteur avec vous mettez un E, tout ça, dans mon exposé, j'ai dit plein de fois 70, 90, vous m'avez quand même comprise. Voilà, il y a de la variation, mais il y a quand même un socle, et je redis que l'écrit, c'est quelque chose qui est difficile, et pas que pour les dyslexiques, vraiment pas. Et alors là où ça va pas non plus, c'est qu'il y a des tas de gens qu'on oblige presque à écrire en écriture inclusive, dans certains cercles où ça ne va pas, de ne pas faire de l'inclusive. Alors qu'au début des mails, on dise chers amis et chères amies, si vous voulez, est-ce qu'il faut le dire chaque fois à l'intérieur de tout le texte, etc. Ça complique, quoi, voilà. Ça complique, assurément. Et ça énerve plein de gens, un peu. Vous demandez s'il y avait un texte en français, des recommandations en français. Il y a le Haut Conseil pour l'égalité qui a fait un guide pour une communication publique sans stéréotype de sexe. Récemment, je ne sais plus exactement l'année, mais ça se trouve en PDF sur Internet. Et c'était très bizarre parce qu'en fait, l'instance en France qui a quelque chose à dire en matière de langue, ce n'est pas l'Académie, c'est la Direction générale à la langue française et aux langues de France. Donc, en fait, dans la francophonie nord, alors au Québec, il y en a deux, puis il y a le Conseil de la langue française et de la politique linguistique en Belgique. Donc, je redis que les préoccupations ne sont pas celles de l'Académie. C'est vraiment des préoccupations d'un français appropriable. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si vous avez déjà entendu le nom de Jean-Marie Klinkenberg, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut accuser d'un français élitiste. Enfin, ce n'est pas du tout une opposition. Alors, il y a aussi un Conseil de la langue en Suisse. Et en France, l'équivalent, notre interlocuteur, c'est la Direction générale à la langue française et aux langues de France, la DGLF-LF.
Et quand ce guide du Haut Conseil est paru, sans en informer la DGLF, c'est quand même une manière un peu particulière de faire. Et à la DGLF, ils sont un peu tombés des nues devant ce guide qui a... Alors, la langue, elle appartient à tout le monde, assurément. Mais quand on fait des recommandations qui se veulent officielles, elles peuvent quand même recevoir l'aval ou faire partie d'un certain nombre de concertations. Et c'était très bizarre. Mais je connais ce guide. Mais il ne reprend pas une liste, par exemple, ce guide de noms féminisés. Comme faisait Femme, j'écris ton nom en 1998. Ouais, moins. Il y a quelques exemples, mais il n'y a pas de liste, en effet. Il y a quelques exemples, mais il n'y a pas de liste exhaustive. Ouais. Il y a des remarques dans Converser, mais moi, je ne vois pas ce qui est écrit. Donc, peut-être si c'est des questions, je ne les vois pas, en fait. Alors oui, il y a eu des différentes réactions. Il y a des trucs, mais... dans Converser, en fait, si vous activez le chat, hein, je dis aussi pour tout le monde, ça vous permet en fait de voir les différents échanges. Et peut-être que justement, c'est le moment de laisser la parole aux personnes qui nous écoutent. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, c'est le moment ou jamais. La parole est à vous. Bon, j'en ai une, Hélène. C'est possible de prendre la parole? Je pense que oui. Ok, super. Bon, merci beaucoup pour ce français qu'on partage. C'est un magnifique concept. Unifpop fera à un moment donné quelque chose sur la réforme de l'orthographe, donc effectivement, et nous ferons aussi quelque chose sur l'académisme et sur la manière différente qu'ont des pays comme l'Allemagne ou la France, par exemple, de gérer leur langue. Donc ça, c'est promis. Là, moi, je voudrais poser une question sur la... Est-ce qu'il n'y a pas une confusion parfois entre la notion de sexe et la notion de genre? On a parlé de langue étrangère, et effectivement, dans des langues comme l'allemand ou le russe, par exemple, qui toutes les deux possèdent un neutre, eh bien, en fait, le neutre est souvent aléatoire. Hein. En allemand, la fille, c'est das Mädchen, c'est-à-dire avec un neutre. En fait, est-ce qu'il n'y a pas, au moment où on s'interroge en biologie sur le fait que peut-être le sexe et le genre seraient deux choses différentes, est-ce que finalement dans la langue, et c'est le cas pour les objets inanimés, il n'y a pas deux choses très différentes qui sont le sexe et le genre? Encore pour prendre un exemple de l'allemand, la chaise se dira le chaise en allemand, où le tableau se dira la tableau. Donc, moi, quand je dis genre, c'est pour parler du genre grammatical. Et je dis sexe pour parler du sexe des individus. Alors, entendons-nous, si un individu veut dire qu'il est... C'est comme il veut. Voilà. Quelqu'un qui dit je suis une fille alors que je suis un garçon, tout ça, je vais quand même, par facilité, pour distinguer le pan de la réalité et le pan de la langue, je réserve le mot sexe aux humains. Alors, comment ça fonctionne en français? Et donc ça, c'était un des grands arguments de l'Académie française, c'est de dire le genre est arbitraire. Et donc, on ne doit pas dire une avocate, ça n'existe pas. Alors, c'est assez amusant parce qu'on s'est fait engueuler en Belgique parce qu'on disait, je vous jure, il y a un texte de Maurice Druon qui est fabuleux, il faut s'opposer à la juge, c'est une féminisation abusive, la juge, je vous assure. Donc, féminisation abusive. Donc je disais, donc l'Académie dit le genre est arbitraire. Ça veut dire quoi? Voilà, on dit une table et on dit un fauteuil, c'est arbitraire, si vous voulez. Il n'y a pas de motivation derrière, on ne choisit pas, c'est comme ça. Et donc, ils appliquaient ça au nom de profession en disant, oui, on dit un instituteur et une institutrice, mais on dit un ambassadeur, que ce soit un homme ou une femme, c'est arbitraire, si vous voulez. Sauf que c'est vrai que c'est arbitraire en français, c'est arbitraire pour les objets, c'est arbitraire pour plein de noms d'animaux. Quand je dis un pingouin, c'est le mâle et la femelle, et quand je dis aussi une girafe, pour prendre un cas inverse, c'est aussi le mâle et la femelle, mais il y a des animaux pour lesquels c'est pas arbitraire. Quand je dis un coq et une poule, ou quand je dis un chien et une chienne, c'est pas arbitraire. Donc les objets, les sentiments, tout ça c'est arbitraire. Les animaux, on voit qu'on a les deux différents, et les humains, jusqu'à ce qu'il y ait une réticence pour certains mots, je vous dis au XXe siècle, c'était pas arbitraire. Et c'était pas arbitraire, et même pour on a dit une drapière, une tisserande, et quand Marie de Médicis a exercé une fonction pour le coup prestigieuse, à savoir la régence,
on a dit qu'elle était régente du roi de France. Et donc, c'est pas arbitraire. Alors, l'Académie et les opposants, ils nous ressortent toujours les mêmes exemples, à savoir que pour un homme, on dit une vigie et une estafette. Et une on dit aussi, sentinelle. et une sentinelle et une star. Et une star. Mais c'est des exceptions, justement. C'est des exceptions au fonctionnement général de la langue. Et donc, en France, c'est pour ça que je vous disais que dire qu'effectivement, on doit dire une auteure ou une autrice en réactivant un ancien mot, mais aussi une ambassadrice pour la femme, ça correspond au fonctionnement de la langue. Voilà. Et qu'en français, pour les humains, le genre n'est pas arbitraire. Alors, si Hélène le permet, j'ai une dernière question Et qui je serait voudrais la juste, suivante. pardon, réagir parce que j'ai vu que j'ai la REC là qui dit une intervenante qui répète tous les arguments de ce manuel. Bah, c'est pas du tout un manuel écrit par des. D'abord, c'est moi qui l'ai écrit, donc peut-être que c'était pas compris, mais c'est quand même moi qui l'ai écrit, donc je cautionne ce que j'ai écrit effectivement. Et c'est pas. Alors, je sais pas ce que vous entendez par pro-langage inclusif, puisque enfin, sur le volet de la féminisation des noms, assurément, mais sur le volet de est-ce qu'il faut dire tout le temps les étudiants, les étudiantes et les étudiants.e.s, il me semble que j'ai été clair pour dire que. Oui, ça a été très clair. Voilà, mais c'est pas. Ben, ça a été très clair, merci. Mais on pourra éventuellement revenir sur un certain nombre de détails ensuite, oui. Une dernière question. Donc oui, la question est, ben, je fais appel à un souvenir qui date de 1998. Ce débat existait en Californie. Et il existait notamment, quand on parlait à des étudiants, il fallait dire he or she, parce que si on disait seulement he, on n'était pas inclusif pour les étudiantes. Alors, la question que je me pose est double. On dit désormais African American plutôt que de dire black. Est-ce que ça a fait baisser le racisme? C'est la première question, donc le rapport entre la réalité et la langue. Et puis la deuxième, c'est finalement dans ce qu'on voit, ce mouvement d'écriture inclusive et de féminisation, est-ce que c'est un mouvement d'émancipation ou est-ce que c'est, et ça sera le petit côté avocat du diable de l'université populaire, ou est-ce que c'est un mouvement d'américanisation? Oui, pour moi, c'est un mouvement d'américanisation et c'est un mouvement qui a un côté parfois un peu totalitaire, je trouve. Voilà. Mais je trouve qu'il y a ce côté un peu. C'est très difficile de débattre sereinement de la question parce qu'il y a des prises de position qui sont déjà très fermes. Mais je suis depuis la semaine passée inscrite sur un groupe qui est non, non à l'imposition de l'écriture inclusive. Et c'est pas plus facile de discuter avec les membres de ce groupe, en fait, qui ont une position où ils ne peuvent pas entendre que parfois on pourrait dire pour le cas des vétérinaires, par exemple. Donc, je vous redis, moi, des accords au féminin, etc., je pense que ce n'est pas la bonne solution, mais de dire les vétérinaires, autant les hommes que les femmes, et de mettre du féminin, de rappeler qu'il y a du féminin. Mais ça, on ne peut pas. Vétérinaire, ça n'aurait qu'à. Et je suis. Alors, la langue, elle appartient à tout le monde. Et c'est pour ça aussi que c'est des sujets sur lesquels les gens s'expriment. Et à juste titre, ils ont le droit et je ne dénie pas ce droit-là. Mais ce n'est pas parce que tout le monde peut être contaminé par le Covid que tout le monde a un avis informé. On n'est pas tous, on a bien vu, des épidémiologistes ou des virologues. Voilà, et donc parfois écouter et pas écouter des choses. Enfin, il y a quand même quelqu'un qui publie beaucoup sur l'écriture inclusive qui a dit qu'il pleut, c'est de la masculinisation de la langue. Il pleut, c'est dans Saint-Alexis, un des plus vieux textes qu'on a en français, et la forme c'est il pleut, quoi. C'est pas, c'est un il comme il. Enfin, et vous voyez, donc il y a quand même beaucoup aussi de contre-vérités qui viennent alimenter ce débat, de fausses croyances, etc. Et voilà, j'espère qu'on pourra revenir à un moment donné à quelque chose qui est plus sain. Moi, je vous encourage à vraiment écouter et écouter sans vous dire, est-ce que sur un passage pour piétons, vous étiez déjà dit que c'était du sexisme et qu'on pouvait pas, et que les femmes ne pouvaient pas traverser, vous voyez, revenons à un peu de bon sens, quoi, voilà. Mais j'ai la REC qui demandait la parole, peut-être pour éclairer son intervention, juste pour pas qu'on parte fâché. Oui, alors je ne sais pas si l'intervenant de la REC a envie de prendre la parole. Il avait levé une main, donc on l'avait compris comme ça. Bon, alors si cette personne ne se manifeste pas, voilà, qui a envie de réagir peut prendre la parole. Allez-y.
N'hésitez pas. Ou si parmi les questionneurs, il y avait d'autres questions, d'autres remarques que vous auriez aimé faire entendre. Alors, moi, j'ai peut-être une question pour remplir le vide et laisser le temps aux autres de retrouver leurs questions, qui serait la suivante. Il y avait un neutre en latin, en fait. Est-ce que on l'a perdu en route? Est-ce que c'est pas ça notre problème aussi, puisqu'il existait masculin, féminin et neutre? Est-ce que le masculin a englobé le neutre, ce qui serait l'explication possible de ce que vous racontiez sur le rôle double du masculin? Oui, et c'est la fameuse paresse, pour reprendre le terme de tout à l'heure, qui est de l'économie du langage. Quand, déjà en latin vulgaire, on a eu moins de déclinaisons. Et donc, effectivement, des déclinaisons qui avaient peu de mots, par exemple, elles ont commencé, la quatrième et la cinquième déclinaison, elles ont commencé à disparaître avec les formes qui appartenaient à ces déclinaisons à soit de s'aligner sur la première, soit de s'aligner sur la deuxième. Et puis, à l'intérieur des déclinaisons, on a aussi commencé à avoir des cas qui disparaissaient pour, en ancien français, ne plus avoir que le nominatif et l'accusatif. Et donc, effectivement, beaucoup des emplois qui étaient des emplois du neutre, les formes du neutre, si vous voulez, sont devenues comme les formes du masculin, c'est-à-dire ce genre qui n'est pas marqué. Et alors, pour le débat qui nous occupe, si on avait effectivement, quand on sait qu'on parle d'homme, on utilisait du masculin, de femme, du féminin, et que quand on ne sait pas où qu'on a les deux, on avait une troisième forme, on ne serait pas en train de débattre de l'utilité de l'écriture inclusive. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, parce qu'effectivement, le masculin a pris en charge, a endossé des emplois qui auraient été des emplois du neutre. La grande paresse de l'évolution des langues, voilà, l'économie du langage. Mais je vous dis, les langues où il y a du neutre ou les langues où il n'y a pas de genre n'ont pas des sociétés qui sont plus égalitaires que nos sociétés. Alors, je vois que ça chatte beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent partager leurs commentaires ou leurs réactions? Tout à l'heure, j'ai vu que dans le chat, il y avait un avis personnel. Moi, par exemple, si on me demande, même à l'issue de cette conférence très intéressante qui permet de repositionner des choses, si on me demande quel est mon avis, ma position ferme, en fait, je n'arrive pas à avoir de position ferme, très clairement. Parce qu'en tant que militante féministe et vraiment engagée pour la reconnaissance de l'égalité homme-femme dans plein d'aspects de la société, je suis par contre très gênée en tant que lectrice et en tant qu'amoureuse de la langue par des textes exclusivement en écriture inclusive. Et pourtant, dans les communications, que ce soit sur de communication digitale ou sur des mails, par contre, en tout cas, l'adresse initiale de chers étudiantes, chers étudiants, me semble légitime. Je ne vais pas écrire que chers étudiants. Donc, je suis très partagée. C'est pour ça que j'ai l'impression, tout à l'heure, c'était mon idée d'un mouvement un petit peu, d'une revendication un petit peu extrême, où on est, en fait, comme ce mouvement d'émancipation a tellement besoin de faire avancer les choses qu'il y a ce côté extrémiste dans la revendication d'une écriture inclusive, je dirais presque jusqu'au boutiste, qui du coup me gêne parce que derrière, c'est l'enjeu démocratique et social qui me gêne et qui fait qu'on s'enferme vers une espèce de communautarisme qui fait qu'on exclut, en voulant inclure les femmes, on exclut tout un tas de gens. C'est pour ça qu'il est pour moi difficile d'avoir une position en fait ferme. Mais en fait, je suis vraiment, vraiment d'accord avec vous, et c'est pour ça que je pense que ce qu'il faut avoir, c'est une position qui est mesurée, en fait, et qui dépend de ses interlocuteurs, qui dépend, et je ne vais pas vous dire, voilà, et qui dépend de ses interlocuteurs et ses interlocutrices, personne ne va réussir à parler comme ça. Mais, et donc, qui dépend du contexte, qui dépend à qui vous adressez, qui dépend des mots aussi qui sont concernés. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas d'enjeu, même d'enjeu féministe à dire les étudiants et les étudiantes. Enfin, je ne comprends pas où il y a un enjeu féministe là derrière. Par contre, dans des professions qui sont très masculinisées, qu'on dise justement que les études de menuisier, que les études de plombier, que les études de maçon, elles sont aussi ouvertes aux filles, et qu'on parle de maçon et de maçonne. Vous voyez, là, il y a un enjeu. Il y a un enjeu pour l'accès des filles à toutes les professions, etc. Mais quand on parle d'étudiants en général,
c'est ça que quand vous dites j'ai pas de position arrêtée, ben, ça me paraît la position la plus maligne de se dire ben, selon ce que j'ai à dire, à qui et de quoi je parle, je peux changer, je change ma manière de faire. Et c'est pour ça que les positions anti-inclusivistes qui consistent à dire je vais jamais même dire une autrice ou une auteure ne me paraissent pas des bonnes positions, et celles qui consistent à dire il faut tout le temps mettre du féminin partout, c'est pas non plus une bonne position. Alors, j'ai vu dans le chat un truc sur la beauté de la langue. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi, il y a des écrivains que j'aime mieux d'autres, il y a des langues, des manières de s'exprimer que je trouve meilleures, etc. Mais que dans mon propos sur la féminisation des noms et l'écriture inclusive, ça m'est complet. C'est pas c'est pas un discours de linguiste, la beauté de la langue, si vous voulez. Mais la raison pour laquelle vous êtes peut-être là, c'est parce que vous aimez la langue française. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'intervient pas dans les considérations sur utiliser telle forme plutôt. Je ne trouve pas qu'écrivaine, elle est, quoi. Il y a des gens qui disent j'aime pas écrivaine parce que dans écrivaine, il y a veine et il y a la vanité. Ben, dans écrivain, il y a la vanité. Enfin, vous voyez, ce qui est beau, ce qui est laid, c'est très subjectif. Donc, quand je dis je m'en fous de la beauté de la langue française, ce que je veux dire, ça ne fait pas partie de mes considérations en termes de réflexion linguistique. Voilà. Charline, c'est intéressant parce que tu dis égalité homme-femme comme tout le monde dit égalité homme-femme, mais il me semble que notre intervenante a parlé de l'ordre alphabétique et donc on devrait dire égalité femme-homme. J'ai dit que ça faisait partie des suggestions de certains guides de rédaction inclusive. Et moi, l'ordre alphabétique, pour dire si je dois dire d'abord voyageur ou voyageuse, vous avez vu jusqu'où vous devez aller pour savoir si le R arrive avant le S. Voyageur, voyageuse, est-ce que le R... Parce que homme-femme, c'est facile, hein, c'est HF et on peut encore s'y retrouver, mais pour dire est-ce qu'on dit d'abord voyageur ou voyageuse ou est-ce qu'on dit enseignant et enseignante, c'est pas... Et là, pour moi, c'est... Est-ce qu'on dit égalité homme-femme ou égalité femme-homme? On dit ce qu'on veut, ça n'a pas beaucoup de... Pour moi, je suis femme. Vous dites ce que vous voulez, je ne vois pas d'enjeu, je vois pas vraiment d'enjeu. Dans l'écriture inclusive, c'est du féminisme qui est sans modération. Et je pense que justement, pour la cause féministe, je crois que c'est très contre-productif, en fait, d'imposer cette manière d'écrire à tout le monde. Mais ce qui est assez marrant, c'est que du coup, tout le monde me prête ce point de vue que je n'ai jamais absolument... moi, je vous le prête pas, mais je trouve que... Quand on dit féministe, les gens imaginent, ah oui, mais il y a une féministe qui a tenu cette position, donc c'est la mienne. Alors non, pas du tout. Et donc, j'entends votre argument, et je le dis à plusieurs reprises, hein, que je le trouve très valable, et que quand on se bat pour l'inclusivité, on ne doit pas se battre que pour l'inclusivité des genres, mais aussi pour l'inclusivité de tous et toutes. Donc, c'est un argument parfaitement entendable et défendable. Et voilà, je crois, vraiment, je pense que c'est vraiment contre-productif et qu'il y a de plus en plus de gens que ça irrite et qu'on n'a pas grand-chose à gagner, en fait, en termes justement de droits des femmes et de visibilité des femmes et d'un tas de choses Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des choses qui irritent. Hein. C'est pas, vraiment, ce serait pas... Voilà, j'ai déjà eu des œufs sur ma porte, quoi. Donc, donc je veux pas, enfin, voilà, que tout le monde se sente tout le temps forcé partout, c'est quelque chose qui m'insupporte. Voilà. Mais je pense que les femmes n'ont pas grand-chose à gagner dans la société à avoir des points E partout dans tous les écrits, vraiment. Hélène, est-ce que tu me permets de reprendre la main pour d'abord remercier tout le monde, y compris toi, Hélène, pour cette présentation. Un grand merci à Anne pour cette présentation clarissime de ce soir. J'ai trouvé que c'était, et je ne suis pas le seul, d'après les SMS que je reçois de gens qui ont dû nous quitter, je vous assure que ça a été extrêmement apprécié. Merci à Charline, merci à Charlotte, donc merci à Hélène également. Un petit salut à tous de Mathieu Avanzi qui a dû nous quitter en cours de présentation. Mathieu Avanzi est un linguiste, lui aussi. C'est grâce à lui que j'ai connu Anne Dister. Et Mathieu nous a promis d'ailleurs une très belle présentation un jour sur le français de nos régions, puisqu'il a fait ce livre récemment qui a un très grand succès de librairie. Merci aux médiathèques Albertville-Usine qui nous ont permis d'avoir un partenariat pour la deuxième fois. Hélène, c'est promis, ça ne sera vraiment pas la dernière fois parce que c'est très agréable de travailler avec l'équipe des médiathécaires. Alors, semaine prochaine, plutôt semaine d'après la semaine prochaine, nous parlerons avec une Italienne de l'Italie méconnue.
celle qui est justement hors des sentiers battus et celle dont nous n'avons pas idée. Et j'espère que la bataille des spaghettis à la carbonara, dont on ne parlera pas, contre les spaghettis du sud à la tomate, sera aussi épique que celle de ce soir. En tout cas, j'ai trouvé, comme d'habitude, le climat était à la joie d'apprendre et au bonheur de le faire avec des gens sympathiques. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Merci pour l'invitation. Merci à toutes. Pardon. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.